Ce qui m'amène ce soir à vous parler de ce que j'appelle un Tchernobyl médiatique et d'une continuité de ce Tchernobyl médiatique entre la guerre dans l'ex-Yougoslavie dans les années 90 et la guerre d'aujourd'hui en Ukraine. Je crois qu'il est honnête, et c'est une étape que l'on saute à pieds joints très souvent dans les grands médias, je crois qu'il est toujours honnête de préciser d'où vous parle votre interlocuteur, de quel point de vue et au nom de quelle motivation. Aussi, pour ceux qui ne le savent pas, je donne ma carte d'identité, je suis citoyen suisse, j'ai fait mon service militaire en Suisse, je suis d'origine serbo-croate. Lors de la guerre en ex-Yougoslavie, je me suis, lorsqu'on me demandait mes origines plus précises, je me suis toujours déclaré plutôt serbe, comme, pour une raison qui est affective, comme je me déclarais toujours du côté des Indiens dans les westerns. Si le traitement médiatique de la crise yougoslave avait été fait au détriment, par exemple, des Croates, autant qu'il l'a été au détriment des Serbes, je me serais déclaré croate. J'ai 47 ans, je suis directeur d'une maison d'édition qui s'appelle Xenia, dont quelques livres vous sont présentés, proposés là-bas. Et l'an dernier, en 2014, j'ai effectivement, comme l'a dit Amir, publié un roman. Un roman qui est paru aux éditions Gallimard, je suis très heureux, et qui, sur le mode littéraire, sur le mode de la fable littéraire, traite d'un sujet qui n'est pas très éloigné de notre conférence de ce soir, puisqu'il traite d'un épisode précis de la guerre en ex-Yougoslavie. Certains des thèmes du roman pourront peut-être apparaître en filigrane dans cette conférence. Sur le sujet qui est celui de ce soir, qui est essentiellement la guerre en Ukraine, j'ai été appelé à me prononcer, j'aurais pu ne pas me prononcer du tout. Du point de vue de mes intérêts personnels, le mieux eût été de me taire. En 2014, lorsque mon roman est paru, j'ai été candidat à 6 ou 7 prix littéraires en France, en Suisse, j'en ai remporté 3, pardon. Et je suis encore candidat avec ce roman pour le prix des auditeurs de la radio Suisse Romande. Aussi bien dans ma maison d'édition que dans mon entourage, on m'a dit « Occupe-toi de ton livre, fais pas de la politique ». Signalant par là même, ces réactions-là, ces conseils-là, signalent par là même qu'on a un problème, disons, de liberté d'expression sur certains sujets dans cette société. Pourquoi les prises de position sur des sujets comme la Yougoslavie, prises de position pour lesquelles je me suis fait connaître dans les années 1990, ou l'Ukraine, ou la Syrie, ou la Russie, devraient influer sur le sort de mon ouvrage littéraire dans une société libre, équitable, claire et ouverte. Cela ne devrait pas être le cas. Chacun devrait pouvoir s'exprimer, évidemment dans le cadre de la décence, sur les sujets qui lui plaisent, assumer ses positions, et pour le reste, son activité artistique, littéraire ou autre, s'en remettre simplement au goût du public et au jugement du public, jugement littéraire et non pas des jugements idéologiques. Mais, manifestement, tel n'est pas le cas, et j'ai eu, dans la série des finales de prix littéraires auxquelles j'ai participé, j'ai eu en tout cas un cas, voire deux, où j'ai su que le prix littéraire m'avait été refusé, en tout cas que j'ai été exclu a priori du premier prix, à cause de raisons qui n'étaient pas littéraires. Donc, en donnant cette conférence, ou en écrivant sur mon blog ou dans les journaux sur le sujet de l'Ukraine, je prends certains risques personnels, très très faibles évidemment, je ne vais pas finir à l'asile psychiatrique, mais enfin ce sont du point de vue social, du point de vue de la carrière, du point de vue de la santé, de la représentativité, de la représentation commerciale de ma maison d'édition, ce sont des risques. Donc j'ai rien à y gagner.
crois qu'il est important de le préciser. Je ne suis pas payé pour ce genre de prise de position par un camp ou par l'autre. Je ne l'étais pas non plus d'ailleurs dans les années 90. Il s'agit de positions morales, il s'agit de préoccupations qui sont, à mon avis, enfin pour moi, beaucoup plus aiguës aujourd'hui que la guerre dans un pays qui n'est pas mon pays d'origine, qu'à l'époque où elle concernait mon pays d'origine, parce que la guerre actuelle pourrait demain, après-demain, ou dans 3 semaines, ou dans 3 mois, nous concerner tous. Étant donné qu'elle peut très bien dégénérer en une guerre continentale. Je pense que quiconque a quelque chose à dire en faveur de la raison et de la paix devrait le dire aujourd'hui. Et je ne suis pas peu satisfait de voir que cette conférence, par le hasard de l'agenda, se tient dans la salle qui porte le nom du Mahatma Gandhi. Ma démarche, c'est une démarche de paix. Cela étant posé, vous voyez derrière moi un titre, les somnambules. Oui, comme on dit dans les cinémas, c'est bien de rallumer le téléphone après l'avoir fait. Vous voyez un titre derrière moi qui est les somnambules. Pourquoi les somnambules? On a parlé des somnambules dans 2 contextes différents récemment. Et qui ne sont pas si différents que ça. En 2014 est paru un livre qui s'intitule très exactement Les somnambules, été 1914, comment l'Europe a marché vers la guerre, de Christopher Clark. C'est un livre qui, avec une grande richesse de détails, explique que si la guerre de 14 a eu lieu à partir d'une amorce qui était somme toute assez limitée, assez locale et assez anecdotique, c'est parce que les puissances se sont comportées en somnambules, sans tenir compte de la réalité. Ni des réactions des autres puissances, ni de ce qui se passait dans la réalité du terrain. Et puis, il y a quelques jours, le 20 février, ce terme de somnambulisme a été remis au goût du jour par un rapport de la Chambre des Lords britannique intitulé The EU and Russia Before and Beyond the Crisis in Ukraine. L'Union européenne et la Russie avant et au-delà de la crise en Ukraine. Ce rapport dit que les Européens sont entrés dans la gestion de la crise ukrainienne comme des somnambules, c'est ce qui est dit toutes lettres dans le rapport, et avec une totale incompétence, une totale méconnaissance des faits. On pourrait se réjouir de cet aveu s'il ne débouchait pas dans ce rapport sur une conclusion diamétralement opposée à celle qu'on attendrait. La conclusion, c'est qu'il faut taper encore beaucoup plus fort sur la Russie. Nous avons donc affaire à, comme en 14, selon moi, à des phénomènes de somnambulisme, comme nous l'illustre cette image, de gens qui semblent agir en pleine conscience et agissent en fait en dormant. C'est ce que nous allons essayer de montrer par la suite. Pouvons-nous dire que la crise ukrainienne est une répétition de la crise yougoslave? Pour moi, ce serait facile parce que je connais bien la crise yougoslave. J'y ai été mêlé. Je n'ai pas été faire le guérillero là-bas, rassurez-vous. J'y ai été mêlé en tant qu'éditeur, traducteur, en tant que secrétaire de l'Institut serbe de Lausanne qui avait été créé juste 1 an ou 2 avant la guerre pour essayer culturellement de désenclaver
l'histoire et l'identité des Serbes dans l'Europe, j'y ai été mêlé également de manière plus précise et ponctuelle en tant que membre de l'expédition d'Elie Wiesel en novembre 1992 en Bosnie, qui avait pour but d'explorer la réalité ou non des camps de concentration sur le territoire de la Bosnie. J'étais donc dans cette expédition. Et puis ensuite, j'ai été en 1994 et 1995, je crois, convoqué comme témoin expert dans un procès tenu en Suisse sur délégation du tribunal pénal international de La Haye, procès d'un Serbe que la presse a nommé Goran G, et qui était accusé d'avoir participé à des exactions graves sur des musulmans de Bosnie, dans un camp dit de concentration du nord de la Bosnie, alors même, et le fait n'était même pas contesté par le tribunal, alors même qu'il se trouvait en même temps à Graz en Autriche. Mon témoignage a contribué à blanchir cet homme de cette accusation totalement farfelue et à obtenir pour lui des dommages intérêts. Après cette expérience de délégation de procès à des juridictions nationales peu contrôlées, peu contrôlables, le tribunal pénal international n'a plus jamais réessayé de faire ça. Donc il y a des similitudes entre ces deux crises. Elles sont évidentes, ne serait-ce que parce qu'elles se passent dans l'Europe de l'Est, dans le monde ex-soviétique, mais il y en a davantage. Vous voyez ici une photographie d'un monument. Le sens de ce monument, il y a un téléphone, excusez-moi, je ne peux vraiment pas parler en entendant le téléphone qui sonne. Je vous prie de l'écouter. Le sens de ce monument vous apparaîtra dans quelques minutes. Il y a des similitudes évidentes, je ne sais pas si c'est lisible, entre la crise en Yougoslavie et la crise en Ukraine. En Yougoslavie, on a eu une assimilation d'une des parties au conflit à une volonté d'Europe et une assimilation de l'autre partie au conflit à une volonté de non-Europe, une opposition à l'occidentalisation. En Yougoslavie, la Croatie était la Slovénie, mais je prends le cas de la Croatie parce que c'est le plus proche de la crise, le plus analogue à la crise ukrainienne. Oui, vous pouvez photographier, monsieur. La Croatie, c'était l'Europe, aux yeux, disons, des Occidentaux, comme la révolution du Maïdan, c'est l'Europe, aux yeux des Occidentaux, aujourd'hui, en Ukraine. De l'autre côté, il y avait un pôle qui incarnait le totalitarisme ou l'oppression, c'était Belgrade et la Serbie. Aujourd'hui, c'est Moscou et la Russie. En Yougoslavie, les sécessions qui ont précédé l'éclatement de la guerre étaient des sécessions illégales par rapport à la constitution du pays existant antérieurement. La sécession de la Slovénie et de la Croatie, reconnue en 1991 immédiatement, d'abord par l'Allemagne, puis par divers autres pays, dont la Suisse très rapidement, on l'a oublié, étaient des sécessions illégales au sens de la constitution de la République fédérale de Yougoslavie, dont ces entités faisaient partie. En Ukraine, aujourd'hui, nous vivons, c'est beaucoup plus simple, depuis le 22 février 2014, depuis un an, l'Ukraine vit sous un régime qui est à la fois illégitime et illégal, puisqu'il s'agit d'un régime issu d'un coup d'État. C'est un régime qui a été amené en place par la rue. S'il y a dans la salle des journalistes, de la presse, des médias suisses, j'espère qu'il y en a parce que je les ai invités par communiqué de presse, et s'ils ne sont pas d'accord avec ce que je viens de dire, qu'ils se lèvent et qu'ils le disent. Ce gouvernement, le gouvernement de Kiev aujourd'hui, est-il issu, oui ou non, d'un coup d'État? Il l'est.
Il n'a donc pas de légitimité démocratique. Dans les deux situations, il y a une force loyaliste, c'est-à-dire qui refuse l'évolution amorcée par d'un côté la sécession, de l'autre le coup d'État. Ce sont des loyalistes. En Yougoslavie, c'était les Serbes de la Krajina, pour des raisons historiques sur lesquelles nous pourrons revenir plus tard. En Ukraine, ce sont les loyalistes du Donbass, pour des raisons à la fois historiques et culturelles, qui seront évoquées par la suite. Dans les deux cas, les évolutions que nous décrivons maintenant se sont faites avec un très fort soutien d'éléments étrangers. En Yougoslavie, les sécessions de Slovénie et de Croatie ont été financées essentiellement par l'Allemagne et préparées dans les années qui précédaient par diverses initiatives plus ou moins clandestines, plus ou moins publiques. Il y a un excellent livre d'ailleurs qui est paru sur ce sujet, je vous le signale, qui retrace le travail, l'œuvre de l'ancien chef des services secrets allemands, Klaus Kinkel. Le titre est intitulé Der Schattenkrieg, le guerrier de l'ombre, où l'on découvre ce que les Allemands aujourd'hui, ce sur quoi les Allemands aujourd'hui ne font aucun mystère, que bien des années avant l'éclatement yougoslave, qui était, je vous le rappelle, imputé, dont la responsabilité était imputée aux forces qui étaient celles de Belgrade, ou loyales à Belgrade, que bien des années avant l'éclatement, il avait été préparé par un travail très très sérieux de services secrets, armement, financement, etc. Et aussi par un travail qui est moins condamnable, qui est un travail public, au grand jour, de connexion, de réseautage avec ces provinces au travers d'unions bancaires, d'accords touristiques, et d'un projet qui s'appelait d'ailleurs à l'époque où la Yougoslavie existait encore, Alpen Adria. Nous avons, dans les deux cas, un conflit confessionnel. Il est extrêmement marqué en ex-Yougoslavie. Il est plus difficile à repérer dans l'Ukraine, dans la mesure où en ex-Yougoslavie c'était très simple. Les Serbes orthodoxes étaient opposés aux Croates catholiques et aux Bosniaques musulmans, lesquels étaient eux-mêmes, d'ailleurs, à certains moments, opposés aux Croates catholiques. En Ukraine, on a d'un côté le Donbass, les rebelles qui sont entièrement orthodoxes et fidèles à l'Église orthodoxe russe, et de l'autre côté, vous avez un panachage entre des catholiques polonais, plus ou moins d'origine polonaise, des uniates, donc des anciens orthodoxes ayant le rite orthodoxe, mais ayant fait allégeance à Rome, au pape, et des orthodoxes ukrainiens fidèles à une église d'Ukraine qui est généralement, qui n'est pas reconnue par les autres églises orthodoxes. Vous avez un phénomène qui est très important dans les deux cas. Vous avez une résurgence d'une nationale-socialiste. En Croatie, c'est très simple. Le nouvel État créé en 1991 reprenait les drapeaux de la Croatie de 1941, qui était un satellite de l'Allemagne nazie. Cet État réhabilitait les dirigeants de la Croatie nazie. Cet État était dirigé par un président élu, Franjo Tudjman, ancien général de l'armée yougoslave, Tito, mais qui était surtout connu à ce moment-là comme l'auteur d'un livre de révisionnisme historique intitulé Les espaces vides ou les gouffres de la réalité historique. Nous n'avons pas le temps ici en une heure de faire le tour de toutes ces questions, et surtout, je ne suis pas de ceux qui abusent du PowerPoint pour vous faire un diaporama sur toutes les manifestations de l'iconographie nazie en Croatie à l'époque ou en Ukraine aujourd'hui. Il vous suffit de chercher par mots-clés sur YouTube ou sur Google et vous en trouverez des tonnes.
En Ukraine, évidemment, on a une résurgence du nazisme à travers ce qu'on appelle le Pravi Sector, à travers les mouvements qui composent le parti Svoboda, le parti nazi, le parti néo-nazi, mouvements qui n'ont pas un impact chiffrable, qui ont un impact chiffrable dans le Parlement, mais qui ont surtout un impact extrêmement important sur la manière dont la politique se fait en Ukraine. Notamment, le parti nazi a réussi à s'emparer du Conseil de sécurité nationale, de la police intérieure. Dans les deux cas, il n'y a aucune concession faite aux revendications de la rébellion. Lorsque la Croatie a entrepris de combattre les rebelles de la Krajina qui ne voulaient pas suivre les Croates dans cette sécession pour des raisons évidentes, elle n'a à aucun moment envisagé de transiger sur leurs exigences. De dire, bon d'accord, on comprend que vous soyez préoccupés, que vous réclamiez une autonomie culturelle, linguistique, que nous venons d'ailleurs de biffer d'un trait de plume. On peut faire un retour en arrière. C'est vrai qu'il vaut mieux vous accorder l'autonomie que de verser du sang jusqu'à n'en plus finir. À aucun moment, cela n'a été envisagé, ce qui est assez troublant lorsqu'on y pense. C'est-à-dire que ce pays, nouvellement créé, soutenu par les démocraties occidentales, n'a envisagé à aucun moment de donner une quelconque expression, d'accorder une quelconque expression démocratique à la volonté et aux craintes d'une partie significative de sa population. En Ukraine, on a la même situation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le nouveau pouvoir de Kiev s'est installé, le pouvoir de M. Poroshenko, la seule ombre de reconnaissance et de dialogue avec les rebelles a été obtenue à partir de septembre-octobre dernier sur l'insistance diplomatique de Moscou et parce que tout simplement l'Ukraine y a été forcée par ses défaites militaires. L'Ukraine, depuis le régime de Kiev, y a été forcé par ses défaites militaires. S'il avait pu l'emporter, il n'y aurait pas eu la moindre discussion sur une quelconque autonomie, un quelconque droit de cette population. C'est là qu'on va arriver d'ailleurs aux différences entre ces deux régimes. Au rayon des similitudes, il y en a une qui est très très importante et assez troublante, c'est que les deux conflits dont je vous parle, celui de 1991 et celui de 2015, ont pour théâtre des régions qui ont le même nom. Ukraina, c'est le même nom que Kraïna. Les deux noms signifient les confins ou les frontières dans les langues slaves. Ce sont des zones frontières, comme il y en a ailleurs. La Kraïna était la zone frontière, la zone tampon entre l'Empire ottoman créée par l'Autriche pour se protéger des incursions de l'Empire ottoman, et l'Ukraina, c'était les marches sud de l'Empire russe vis-à-vis de l'Empire ottoman également. Mais il y a une similitude plus importante qui est résumée par cette photo. Dans le Donbass, à 130 km de Slaviansk, qui était prise par les forces ukrainiennes, les forces de Kiev le 27 juillet dernier, se trouve une petite bourgade qui s'appelle Slaviano-Serbsk. Dans cette bourgade se trouve un monument. Un monument où on voit 3 fiers soldats qui se tiennent la main. On voit une date 1753 et on voit une proclamation de fraternité écrite en 3 langues, en russe, en ukrainien et en serbe. En effet, en 1753,
la région du Donbass, qui était extrêmement peu peuplée, pour ne pas dire désertique, a été peuplée par octroi de l'empereur, du tsar, un octroi spécial du tsar, par des Serbes. Ces Serbes provenaient de l'Empire autrichien et ils l'avaient quitté. Donc c'était des Serbes qui au départ se trouvaient dans le sud des Balkans, qui ont été poussés vers l'Europe par l'avancée des Ottomans, qui ont servi de garde-frontière pour l'Autriche. Et à un moment donné, au XVIIIe siècle notamment, déjà à partir de 1690 d'ailleurs, mais au XVIIIe siècle, ils ont éprouvé une certaine difficulté à se maintenir dans leur identité et leur tradition en Autriche, parce qu'ils faisaient l'objet de pression pour être catholicisés, pour faire une conversion et une volonté d'assimilation dans la société autrichienne. Donc, ils ont demandé, obtenu du tsar de Russie, le droit de créer des colonies sous ces terres, des terres qui n'étaient pas trop peuplées. Ils l'ont obtenu, ils sont allés s'installer dans ces terres. C'est d'ailleurs le sujet d'un des plus beaux romans, à mon avis, qui ait jamais été écrit, le grand roman de Miloš Crnjanski qui s'intitule Migration, justement. Et ces migrations de centaines de milliers de Serbes sont allées peupler les régions de l'Ukraine, du sud, le flanc sud de l'Empire russe, comme d'ailleurs l'ont fait les Allemands dans d'autres régions. Il y a beaucoup d'Allemands parmi les Russes, à cette différence près que, évidemment, les Serbes étant de même religion et ayant une langue semblable aux Russes, se sont immédiatement fondus dans la population, ce qui fait qu'aujourd'hui il n'en reste aucune trace. On retrouve des traces de ces origines dans les noms de famille de certains dirigeants ou combattants dont on entend parler à la télévision et qui sont du Donbass. Donc ça, c'est une anecdote historique, mais qui n'est pas totalement sans signification. Il y a maintenant une différence entre ces deux conflits. Belgrade, donc le pôle de la résistance à l'occidentalisation, était un pôle faible. Belgrade a résisté de 1991 à 1995, et puis en 1995, la résistance de Belgrade, enfin des Serbes, a été brisée par des opérations successives de l'armée croate, puis de l'armée croato-musulmane, appuyée par l'Occident, notamment par des bombardements aériens de l'OTAN, qui ont contraint Belgrade à entrer dans des négociations essentiellement sur l'avenir de la Bosnie, les négociations de Dayton, et à partir des négociations de Dayton, une paix précaire s'est établie dans la région Croatie, Bosnie, Serbie, paix précaire qui allait être immédiatement perturbée par une nouvelle guerre, par un nouveau conflit, par de nouvelles confrontations armées sur le flanc sud-est de la Serbie, au Kosovo. Des escarmouches qui allaient devenir en 97-98 une véritable guerre intérieure contre un mouvement que le monde entier à l'époque désignait comme mouvement terroriste, l'Učeka albanaise, qui figurait jusqu'en 1998 sur les listes des mouvements terroristes dans le monde dressés par la CIA, et qui tout d'un coup, par la magie à la fois des intérêts politiques et des informations médiatiques, allait devenir un mouvement de libération, grand allié de l'Occident, à qui l'Occident allait offrir un État sur un plateau, par le bombardement de la Yougoslavie, de la Serbie et du Kosovo pendant 78 jours en 1999. Suite à l'échec prévu et d'ailleurs organisé et voulu des accords pour parler de Rambouillet en France. Sur le plan de l'information, il y a de grandes différences entre 1991 et notre époque. En un quart de siècle, beaucoup de choses ont changé. En 1991, l'information était le monopole des masses médias, des médias institutionnalisés et des agences de presse. En 2015, ce monopole de l'information est battu en brèche par la multiplicité des canaux par lesquels peut se passer l'information, à la fois des canaux institutionnels. Il faut relever le fait que dans les années 90,
la Russie était complètement à genoux, exemple, dans les années Gorbatchev-Yeltsin, la Russie était complètement sortie de la scène internationale, n'avait ni influence diplomatique, ni existence économique, et que donc la Serbie était seule à gérer son problème de guerre civile. Tandis qu'aujourd'hui, la Russie a reconstitué aussi bien une partie de son économie que de ses forces militaires, et je pense de manière beaucoup plus significative pour le reste du monde, elle a constitué un réseau d'information ou de propagande, on l'appelle comme on veut, qui fonctionne extrêmement bien. La chaîne RT, en effet, Russia Today, est aujourd'hui, aux États-Unis, le deuxième canal d'information étranger pour les citoyens des États-Unis, après la BBC. C'est extrêmement significatif. Donc il y a environ 30 millions d'Américains qui prennent leurs nouvelles sur Russia Today. C'est une situation extrêmement nouvelle, extrêmement explosive. Et puis il y a évidemment, ça nous le savons tous, il y a l'explosion de l'Internet. L'Internet, c'est le lieu de la rumeur, c'est le lieu du complot, c'est le lieu des fausses identités, des faux nez, des opérations de désinformation de toutes sortes, mais c'est également le lieu où l'on peut poster et diffuser, sans entrave pratiquement, de l'information brute, essentiellement des vidéos. Et les vidéos brutes vont jouer un rôle extrêmement important dans la crise ukrainienne, rôle qui n'était pas du tout le leur dans la crise yougoslave. À partir de la crise yougoslave, on va voir d'ailleurs monter en puissance ce canal, et on va voir les médias officiels, ou la propagande officielle, la narrative, ce que j'appelle la narrative officielle, contrecarrer cette influence, cette dissonance, de manière de plus en plus, comment dirais-je, de plus en plus brutale et caricaturale. Dernière chose, en 1991, on a une très grande influence des prises de position des intellectuels en vue sur la guerre. De nouveau, comme le phénomène précédent, ça va changer graduellement au fil des nouvelles guerres que mènera l'OTAN. Ce sera de moins en moins présent. Je parle donc des guerres, parce que, mettons bien cela en perspective, la guerre de Yougoslavie a été le premier échelon d'une suite de conflits dont le point commun c'est d'être, sinon initié, mais en tout cas, enfin initié bien sûr, qui sont initiés par l'OTAN, exécutés par l'OTAN, et qui vont mener à la confrontation actuelle en Ukraine et la confrontation actuelle en Syrie, où l'OTAN et les États-Unis ne sont pas officiellement présents, mais où ils exercent une influence évidemment très très importante. En 1991, j'ai gardé d'ailleurs le carton entier de photocopies d'articles de journaux. Il y avait des prises de position intellectuelles, évidemment, on sait, il y en a encore un qui survit, c'est Bernard-Henri Lévy, c'est le dernier dinosaure. Mais enfin, tout le monde était sommé, en 1991, de prendre une position sur la guerre. Les dessinateurs de bande dessinée, les cinéastes, les artistes, les gens de théâtre, tout le monde prenait position sur la guerre. Et les grands médias sollicitaient ces prises de position, et évidemment, étant donné que la nature humaine étant ce qu'elle est, étant donné que l'être humain est très rarement courageux, qu'il soit un grand artiste ne change rien à l'affaire, il n'a peut-être pas forcément beaucoup de courage civique, le 95% de ces prises de position allaient toutes dans le même sens. Et le 5% de prises de position qui allaient dans le sens contraire étaient soit étouffées, soit, au fil du temps, valaient à leurs auteurs des déconvenues professionnelles et sociales qui les décourageaient de continuer à parler dans ce sens. Je veux parler par exemple de l'incroyable publicité qui était faite à des personnages totalement insignifiants comme Yves Laplace, des gens sans talent et sans œuvre, qui tout d'un coup devenaient des grands écrivains parce qu'ils étaient
contre les Serbes. Et à l'inverse, le boycott dont faisait l'objet un des plus grands écrivains au monde vivant, Peter Handke, qui n'avait pas voulu suivre cette pente. Donc, aujourd'hui, le rôle des intellectuels, si aujourd'hui, je pense, si les médias, c'est une des choses qui ont changé, si les médias aujourd'hui sollicitaient les personnalités en vue du monde du spectacle, de la culture, du cinéma, pour qu'elles donnent leur opinion sur la guerre en Ukraine, je crois que le résultat serait catastrophique. Parce que ces gens, très souvent, disent non, ça ne va pas. Ils ne savent pas très bien ce qui se passe, mais en tout cas, ils savent que la narrative officielle ne fonctionne pas. Donc, on les met de côté. On les remplace, aujourd'hui, par des experts. Vous avez pratiquement tous les matins, à la radio suisse romande, un expert d'un think tank qui vous parle de l'Ukraine. Alors, ce think tank, ça peut être un institut d'études stratégiques. Il m'est arrivé, je fais une petite parenthèse, lorsque j'entends ce genre de choses aux nouvelles du matin sur la radio suisse romande, chaque fois qu'il y a un événement, je sais pas moi, Odessa, le terrible lynchage d'innocents à Odessa, lorsqu'il y a eu la prise de Slaviansk, lorsqu'il y a eu un cessez-le-feu, il y a un expert qui est invité à commenter les événements à la radio suisse romande. Je prends la radio suisse romande non pas parce que j'ai pas d'autres sources, mais parce que c'est ici que ça se passe et que nous sommes ici, en Suisse, officiellement dans un pays non impliqué dans la guerre et dont la diplomatie, je parle de M. Burkhalter et de cette ambassadrice qui a fait beaucoup de travail au sein de l'OSCE, dont la diplomatie suisse, a eu plutôt un effet objectif et apaisant sur le conflit, l'effet sur le terrain. En revanche, les médias, ce qui est intéressant, c'est qu'ils fonctionnent comme tous les médias de tout le monde occidental. On fait parler un expert, on vous dit, un tel est un expert. Vous pouvez vous dire que, disposant à Genève d'une chaire de langue slave, ou à Lausanne d'une chaire de langue slave, vous pouvez prendre une fois ou l'autre les chercheurs, les professeurs liés à ces chaires, qui ont une vieille et longue connaissance de la région, pour qu'ils vous expliquent un tout petit peu l'arrière-plan historique, culturel de ces conflits. Ben non. Tout d'un coup, vous voyez apparaître je note des noms, parce que ce sont des noms qui vont et qui viennent, qui disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. Vous avez un Philippe de Surmain, qui est un ancien ambassadeur de France en Ukraine, à l'époque où les gens du Maïdan tenaient le pays, qui a beaucoup travaillé main dans la main avec ces gens, qui fait partie d'une fondation pour le soutien à cette Ukraine-là, qui fait partie de la fondation Schuman, qui est directement liée à l'OTAN, et qui vous explique en expert totalement impartial ce qu'il faut penser de l'Ukraine. Vous avez quelqu'un qui passe très très souvent, le directeur de la revue militaire suisse, M. Alexandre Travers, qui est professeur dans une université américaine, ici même à Genève, et qui, au sein de la revue militaire suisse, et dans ses interventions, défend une ligne où vous ne pouvez pas mettre l'épaisseur d'un cheveu entre sa position et celle de l'OTAN. Mais on le fait parler tout le temps. J'ai eu d'ailleurs une fois un débat avec lui sur la question de l'opportunité d'utiliser les drones à la radio. Je ne crois pas qu'il ait eu beaucoup d'arguments, mais ce n'est pas moi qu'on a réinvité pour parler de toutes ces choses, c'est lui. Toutes sortes de noms comme ça qui apparaissent, comme des diables sortis de la boîte, et qu'on remise ensuite. Ce n'est plus les André Glucksmann, les Jacques Julliard, qui faisaient des défilés en se tenant par la main contre Vukovar, pour la Bosnie ou je ne sais pas quoi. Non, tout ça, ça n'existe pas. Et c'est encore une des grandes différences entre la guerre de 91 et la guerre d'aujourd'hui, c'est qu'en Occident, il ne suscite aucun mouvement. Dans les années 90, vous aviez des manifestations pro-croates, pro-bosniaques, musulmanes, ou alors des manifestations anti-guerre
pas forcément pro-serbe, mais enfin contre la guerre de l'OTAN dans la région, qui rassemblait du monde. Aujourd'hui, vous n'en avez pas une seule, alors que les enjeux sont beaucoup plus importants pour ce monde-ci, notamment parce que, ne serait-ce que parce que tous les pays d'Occident sont en train de perdre beaucoup d'argent à faire observer l'embargo contre la Russie, qui leur a été extorqué par les États-Unis, ne serait-ce que parce qu'en cas d'embrasement, il ne resterait pas grand-chose de ce continent. Et personne ne semble conscient des enjeux. Nous sommes somnambules. J'enchaîne. Sur, évidemment, maintenant, la question de la narrative. C'est-à-dire comment ces choses-là nous sont présentées pour obtenir le résultat qui a été obtenu. En Yougoslavie, là vous voyez une manifestation de Slovènes, des retraités. Malheureusement, je crois que ceci est postérieur à l'époque de la guerre, mais c'est l'esprit de toutes ces photos d'agences que l'on pouvait trouver. Des manifestations de citoyens, de bons Européens, plutôt âgés, plutôt rassurants, qui brandissent des drapeaux de leur pays parce qu'ils veulent être libres par rapport à l'horrible dictature communiste incarnée par Belgrade, etc. Donc on a une soif de démocratie qui est contrariée par le serbo-communisme. C'est le rail sur lequel s'est engagée toute la narration du conflit yougoslave depuis ce début jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas changé dans les médias occidentaux. En Ukraine, on a une soif d'Europe, contrariée par Moscou. Ici, vous voyez, c'est une photo qui est prise sur le site, d'ailleurs, de la règle du jeu, de la revue de Bernard-Henri Lévy. Vous voyez une espèce de statue de la liberté ukrainienne, avec des drapeaux ukrainiens, et puis un portrait de Hitler, Poutine, ici. Là, on n'hésite pas à faire des caricatures, il n'y a pas de problème. Cette narrative, qui est extrêmement unilatérale, extrêmement manichéenne, curieusement, n'a pas changé en 25 ans. En 25 ans, on a eu l'Internet. En 25 ans, on a eu un rééquilibrage très sérieux des relations internationales. Il y a 25 ans, je le disais, la Russie n'existait pas, comptait pour beurre sur la scène internationale. Elle était dans un marasme économique total. La Chine se contentait d'accueillir les délocalisations occidentales et d'engranger de l'argent, mais n'agissait absolument pas sur la scène diplomatique internationale. Ne disait rien. Se contentait de prendre l'argent. Et il n'y avait personne d'autre sur la scène mondiale que les États-Unis et leurs satellites, enfin leurs alliés. C'est ce qu'on appelait à l'époque la communauté internationale. Et en 1991, personne n'aurait souri, là j'ai vu des visages, j'ai vu des gens qui sourient, mais en 1991, personne ne souriait quand on disait la communauté internationale. La communauté internationale, c'était ce que pensaient les États-Unis et leurs alliés. Il n'y avait pas d'alternative à ça. On allait vers un monde globalisé, dirigé par la coalition occidentale, par les États-Unis, et où chaque pays du monde avait sa petite classe selon qu'il était obéissant ou pas, selon qu'il se pliait au dogme de l'ultralibéralisme ou pas. Ça a changé. On a eu l'émergence du BRICS, donc des pays émergents. On a eu l'émergence, mais à partir de la crise yougoslave, qui en a été le foyer, je dirais, d'infection du terrorisme islamique. On a eu la résurrection sur la scène internationale de la Russie. On a eu l'Internet. On a eu un changement radical
de perception de l'intégration européenne au sein des populations concernées, c'est-à-dire que ce grand rêve qu'était l'Europe en 1991 est devenu un cauchemar pour une grande partie des citoyens qui en sont les membres. Et pourtant, les schémas de narration qu'on plaque sur la crise ukrainienne, aujourd'hui, sont les mêmes que ceux qu'on plaquait sur la crise yougoslave. Vous l'avez vu tout à l'heure. Il y a cependant des dissonances. Quelques dissonances. La première, et elle est ici. J'ai piqué cette infographie dans le Figaro, à moins que ce soit le Monde. Elle nous montre l'extension de l'OTAN et la situation face à la Russie aujourd'hui. Tout ce qui est bleu, c'est l'OTAN. Ce qui est bleu rayé, bleu clair, c'est aussi l'OTAN, mais de plus fraîche date. Y compris la Turquie, la Géorgie qui est une base de l'OTAN. Et ce que vous voyez, ce trait que j'ai maladroitement dessiné au milieu, qui traverse l'Europe, c'est la situation des forces de l'Axe en 1941 face à la Russie à la veille de l'opération Barbarossa. Le bleu foncé, c'est la situation de l'OTAN au moment où ces dirigeants ont promis à la Russie, verbalement, ont promis aux dirigeants russes de ne plus s'étendre vers l'Est. La situation bleu clair, c'est l'extension vers l'Est. Elle se recoupe, à quelques détails près, à la ligne de front entre l'Axe et l'URSS de 1941. Les détails ne sont pas insignifiants. Les pays baltes ne sont plus dans le camp soviétique, russe, ils sont dans l'autre camp. La Turquie n'est plus neutre, elle est dans l'OTAN. La Géorgie est dans l'OTAN. Il s'agit bel et bien, selon tous les critères que vous voulez, à commencer par le critère simplement optique, d'une opération d'encerclement. À cela, la Russie ne pouvait pas ne pas réagir à un moment donné. Elle n'y a réagi que très très tard. Elle a réagi de manière assez surprenante. Je dirais qu'il n'y a rien. Là, je parle de confrontation conventionnelle, c'est-à-dire de. Excusez-moi, depuis quand la Géorgie, quand est-elle entrée dans l'OTAN? Elle n'est pas entrée dans l'OTAN, elle accueille des bases. Elle est associée. Mais je sais à vous insinuer qu'elle est dans l'OTAN. C'est pas moi. C'est pas moi. Là, c'est l'infographie elle-même. Celle que vous reprenez. Oui. Mais en attendant, les avions de l'OTAN peuvent atterrir. L'OTAN peut utiliser la Géorgie comme base militaire. Mais il est bien clair que la Géorgie n'a rien à voir avec l'OTAN au jour actuel. Ils ont des accords avec l'OTAN officiellement. Pour ces avions, ça a quand même quelque chose. C'est quand même un petit peu. Voilà. Bon. Mais enfin, c'est un détail. C'est pas tout à fait un détail, mais c'est un détail. La Russie a eu également à faire face depuis 2000, depuis l'avènement de Vladimir Poutine, à d'autres défis. Il y a eu la crise du sous-marin nucléaire Kursk en été 2000, qui a péri, on le sait, dans une confrontation sous des sous-marins américains. Dans quelles circonstances exactes, on ne le sait pas, mais on sait qu'il était confronté à des sous-marins américains. La Russie a eu à traiter, d'ailleurs, de manière très brutale, l'insurrection islamiste en Tchétchénie, des vagues de terrorisme intérieur. Elle n'a pas eu une année de paix depuis 2000. Et elle a affaire également à l'extension de l'OTAN. Et puis maintenant, arrive en 2013, mais pas en 2013, arrive en 2004, le problème de l'Ukraine. On reviendra là-dessus.
les dissonances. On aurait pu être alarmé par les dissonances qui sont apparues dans la narrative concernant la Yougoslavie et en déduire qu'il fallait être très prudent sur la crise ukrainienne. On aurait pu. En Yougoslavie, le bilan final, si l'on juge l'arbre à ses fruits, est exactement contraire à la fable, à la conte qui nous a été servi à l'origine. À l'origine, dans les années 90, on affirmait que les Serbes, et là, les Serbes, c'est comme si vous disiez aujourd'hui les Juifs ou les musulmans. Allez, Monsieur Kukerman, là, le président du CRIF, vient de se ramasser sur les doigts parce qu'il a dit que tous les délinquants étaient des jeunes musulmans, enfin je ne sais pas quoi. C'était un scandale national. À l'époque, on disait que tous les Serbes étaient des délinquants sans aucun problème, des criminels. Aucun problème. Le bilan, donc, la Serbie, donc les Serbes étaient censés faire du nettoyage ethnique pour conquérir des terres et chasser les autres de ces terres. Aujourd'hui, vous pouvez voir le bilan qui est très précis dans un livre que j'ai édité il y a un an, intitulé Balkan, un éclatement programmé d'Alexis et Gilles Troude, qui donne le détail de l'évolution de tous ces pays de l'ex-Yougoslavie depuis 20 ans. Eh bien, aujourd'hui, le pays de l'ex-Yougoslavie qui, de loin, de très 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 loin, accueille le plus de réfugiés, c'est la Serbie. La Serbie, sur une population de 9 millions, a environ 1 million de réfugiés. Ces réfugiés, ben, ils sont bien venus de quelque part, ils sont venus de là d'où on les a chassés. Donc, l'hypothèse que ce sont les Serbes qui chassent les autres est contrecarrée par les faits. La Croatie, elle, victime de nettoyage ethnique, est ethniquement nettoyée. Elle a expulsé l'immense majorité, de 90% de ses Serbes. Le Kosovo, nettoyage ethnique au Kosovo, c'était les grands titres des années 90. Le Kosovo a expulsé bientôt pratiquement tous ces Serbes, tous ces Roms, tous ces Turcs, tous ces Monténégrins. Il n'y a plus rien. On a brûlé 150 églises orthodoxes. On a attribué au patrimoine albanais celles qui sont encore debout. On s'emploie à complètement réécrire l'histoire de cette région. Et évidemment, c'est un effet de l'impérialisme serbe. Le Kosovo est par ailleurs, maintenant on le sait, une plaque tournante cruciale du trafic d'armes, du trafic de drogue, du trafic de chair humaine. Selon certaines informations que j'ai eues, mais là je ne peux pas affirmer à 100%, les armes qu'ont utilisées les frères Kouachi pour assassiner les dessinateurs de Charlie Hebdo provenaient du Kosovo, via Bruxelles. Kennedy aussi. Pardon? Kennedy aussi. Je le dis. Non, mais moi aussi on me l'a dit. On me l'a dit. La Bosnie est un État qui, depuis 1992, a accueilli sur son territoire la plupart, fait transiter par son territoire en transité la plupart des terroristes ayant participé aux attentats du 11 septembre, aux attentats de Madrid et aux attentats de Londres. Cela est documenté dans le livre de Jürgen Elsässer, Comment le djihad est arrivé en Europe, avec des faits probants, même avec des témoignages qui sont sans aucun doute possible, puisqu'il s'agit de témoignages de services secrets occidentaux. On a même vu M. Ben Laden chez le président Izetbegovic de Bosnie. Les dissonances concernant l'Ukraine. Donc ça, ce sont les dissonances. Il y a une histoire qu'on nous a racontée, et il y a un bilan. Au bout d'un quart de siècle, vous pouvez quand même tracer un début de bilan de la crise yougoslave. Pour ma part, je n'ai jamais varié là-dessus. Lorsque la crise s'est déclenchée, j'ai pensé que l'Europe n'avait qu'une seule chose à faire vis-à-vis du conflit yougoslave.
si elle voulait sauver la Yougoslavie et si elle voulait se sauver elle-même. Elle a fait exactement le contraire. La chose à faire vis-à-vis du conflit yougoslave était d'intégrer la Yougoslavie in extenso, immédiatement. L'intégration de la Yougoslavie dans ses frontières internationalement reconnues jusqu'en 1991 aurait rendu caduque toute dispute territoriale. Puisque le but de l'Union européenne avait été, selon ses pères fondateurs, d'établir la paix en Europe en rendant caduque la question des frontières entre les peuples, pourquoi n'a-t-on pas appliqué la recette à la Yougoslavie? Personne n'y a même songé un seul instant. Au lieu de ça, on a découpé la Yougoslavie, on a procédé au découpage, on l'a soutenu financièrement, diplomatiquement, militairement. Puis après, une fois que tout cela a été saucissonné en petits bouts, on a réintégré certaines parties dont on avait besoin et on a laissé de côté les parties dont on n'avait pas besoin. Donc toutes ces dissonances auraient pu inspirer une certaine prudence vis-à-vis de la crise ukrainienne, ça n'est pas le cas. Or, sur l'Ukraine, on a encore beaucoup plus de dissonances dès le début. À Maïdan, pendant que l'insurrection contre le président élu, Yanukovych, entrait dans sa phase finale, qui avait commencé le 21 novembre 2013, à partir du moment où Yanukovych avait renoncé à lever les barrières douanières avec l'Union européenne pour ne pas entrer en contradiction avec son association économique existante avec la Russie. Donc on a déclenché un mouvement une nouvelle révolution orange. 9 ans jour pour jour d'ailleurs après la révolution orange de 2004 qui a amené au pouvoir son concurrent perdant d'ailleurs de l'époque, Yushchenko. Ce mouvement a monté en puissance et a fini par un bain de sang au moment même où en Russie se déroulaient les Jeux olympiques de Sochi et où la Russie et le monde entier regardaient ailleurs. Mais on a très, très rapidement eu des informations disant attestant que la violence de la place Maïdan, qui était extrême, puisqu'il y a eu plus d'une centaine de morts par balle, avait été déclenchée par des tireurs d'élite, des snipers, planqués sur les toits, qui tiraient à la fois sur les deux camps. Cette information, ce n'est pas sur les sites conspirationnistes qu'on la trouve. C'est la transcription d'une conversation entre un ministre estonien et Mme Catherine Ashton, un ministre des Affaires étrangères de l'époque de l'Union européenne, lequel ministre a lui-même confirmé l'authenticité de cette conversation. Donc les gouvernements savaient que quelqu'un qui n'était certainement pas le pouvoir qui se défendait et qui n'avait aucun intérêt à aggraver ce conflit, quelqu'un était en train de faire franchir à cette confrontation une étape à partir de laquelle on ne peut plus reculer. Quelques jours plus tard, apparaissait une vidéo qui a circulé partout d'une bande de brutes qui débarquent, qui filment en plus leur débarquement dans le bureau du directeur d'une télévision nationale en Ukraine et qui, sous la menace des poings et des armes, lui font signer sa propre démission. C'était donc des gens du premier secteur droit. Ils disaient, bon, toi, dis donc, t'es un agent russe, tu vas te barrer, tu signes ta démission et tu t'en vas. C'était filmé. C'était un des premiers témoignages sur la manière dont s'installait la nouvelle démocratie en Ukraine. La première décision de ce nouveau gouvernement, funeste pour lui, funeste pour la paix, funeste pour tous, a été l'interdiction de la langue russe. Totalement absurde, puisque même les Ukrainiens parlent russe autant que l'ukrainien. Et c'était évidemment pas un geste de nature à rassurer la partie de la population ukrainienne
qui était majoritaire à voter pour le président déchu, Yanukovych, qui vaut ce qu'il vaut, mais enfin il avait été élu. Et l'OSCE avait attesté la validité de ces élections. Et donc on savait très bien que cette majorité qui avait élu Yanukovych était russophone. Qu'est-ce qu'on fait? On interdit la langue de cette majorité. Monsieur Turchinov, sauf erreur, à un moment donné, publiquement qualifie les gens qui s'insurgent contre ce nouveau régime de sous-hommes. C'est aussi sur YouTube. Le 4 mai survient une tragédie épouvantable à Odessa où des pro-russes, plutôt des loyalistes de l'ancien pouvoir, sont acculés dans un édifice public et brûlés vifs. 48 morts en tout cas, sur une soixantaine de disparus. Les responsables de cet acte, qui sont tous filmés, hein, tout est filmé. Pas oublier, tout est filmé de ce qui se passe en Ukraine. Les responsables n'ont jamais été inquiétés. Les enquêtes suivent leur cours. On a en revanche dit que c'était un coup de Moscou. Survient durant l'été un incident qui est extrêmement intéressant. Un avion est abattu au-dessus de l'Ukraine. Moi, je ne suis pas ici pour opposer à une autre thèse, et je ne suis pas ici pour vous livrer des faits inédits qui démolissent des échafaudages de propagande. Mais la question qu'il faut se poser dans ces cas-là, c'est à qui profite le crime, bien entendu. C'est par là que commence toute enquête de police. Et c'est exactement la question que dans ces grandes affaires, dans ces grands crimes, dans ces grandes tragédies, les médias occidentaux et les gouvernements occidentaux évitent absolument de se poser. La chute de ce Boeing au-dessus du territoire contrôlé par les rebelles ne pouvait en tout cas pas profiter à eux. D'autre part, immédiatement, le gouvernement de Kiev, s'il se considérait totalement blanc dans cette affaire, totalement innocent, totalement hors de cause, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait insisté pour que toute la lumière soit faite, que les enquêtes aillent le plus vite possible pour pouvoir incriminer les insurgés de Donbass et au travers d'eux la Russie. Or, qu'a fait le gouvernement de Kiev? Il a verrouillé, il a caché l'enregistrement des conversations entre la tour de contrôle de Kiev et l'avion en question. Ces conversations ne sont toujours pas accessibles. Tandis que, de son côté, Moscou, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a pas cessé de réclamer la poursuite de l'enquête sur MH17 et la publication des résultats. Vous vous en souvenez, lorsque cette tragédie a eu lieu, le monde entier occidental s'est levé contre Poutine personnellement. Ce n'était pas la Russie, je ne sais pas qui. Monsieur Poutine, vous avez assassiné tant de Néerlandais et tant d'Indonésiens. On lui écrivait Monsieur Poutine criminel, etc. Les États-Unis avaient tout de suite désigné les milices pro-russes comme coupables. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas un mot sur l'accident MH17 dans la bouche d'un officiel ou d'un journaliste américain. Pas un mot. C'est une dissonance. Le non-dialogue avec l'opposition est une dissonance majeure. On renverse un pouvoir élu, démocratiquement élu, puisque l'OSCE a attesté de la validité de cette élection, en disant nous voulons plus de démocratie. La première chose qu'on fait, c'est qu'on n'échange pas une phrase avec ceux qui ne veulent pas de ce pouvoir-là, qui ne veulent pas accepter des nazis au gouvernement, qui ne veulent pas accepter l'interdiction de leur langue, qui ne veulent pas accepter tout simplement un gouvernement issu d'un putsch. Eh bien, il n'y a pas de dialogue. Il y a des bombes. Une opération antiterroriste déclenchée au mois d'avril.
l'omniprésence du nazisme, mouvement, idée, emblème, est un chapitre que je n'ai pas besoin de détailler. Mais ce n'est pas une dissonance. Mais c'est une dissonance qui est tellement choquante qu'on n'en mesure pas la portée. En novembre dernier, c'est une anecdote personnelle, j'étais à Cognac, au Festival de littérature européenne, où on a eu le prix du Festival de littérature européenne. Et il se trouve que j'ai eu une conférence devant une bibliothèque, devant des lecteurs d'une bibliothèque qui avaient participé au concours, puisque c'est un concours, ce prix est décerné par un grand pool de lecteurs et de bibliothèques, 800 lecteurs, 60 bibliothèques. On a présenté mon livre devant une bibliothèque qui avait voté pour lui, donc qui avait élu ce livre déjà. Et la personne qui présentait qui était mon interlocuteur, mon modérateur, qui devait parler de mon livre, c'était le directeur du Courrier des Balkans, Jean-Arnaud Desreims. Tout le monde connaît Jean-Arnaud Desreims, comme journaliste politique, ou spécialiste des questions religieuses, ou comme historien, mais jamais comme critique littéraire. Et je ne sais pas pourquoi on m'a désigné Jean-Arnaud Desreims, qui a commencé par dire, qui n'avait pas d'autres propos pour me présenter au public que dire, mais vous êtes un pro-russe, vous êtes un ceci et cela. Vous avez écrit sur votre blog, je cite, l'Europe est en train de... Vous vous rendez compte, vous avez écrit sur votre blog, que l'Europe est en train de lancer des nazis contre la Russie. Et je dis, mais M. Desreims, je l'ai écrit parce que c'est vrai. Est-ce que vous pouvez dire que c'est faux? La salle rigole. Lui, il est historien. L'ingérence directe des États-Unis dans la crise est évidemment une dissonance par rapport à la fable qui dit ce sont des gens qui spontanément veulent de la démocratie, ne veulent pas de la Russie, et on va les aider à trouver le chemin de l'Europe. Cette ingérence est enregistrée d'abord, évidemment toutes les conversations sont enregistrées, surtout à la NSA, mais les Russes ne sont pas malheureux non plus. Et il y a une conversation authentifiée entre Mme Nuland et Mme Nuland, qui est la sous-secrétaire d'État chargée du dossier, et l'un de ses collaborateurs, où l'on entend la phrase célèbre aujourd'hui, « Fuck Europe, fuck the EU ». Ne vous souciez pas de ce que font ou ce que pensent les Européens dans cette affaire. C'est déjà pas mal. Vous avez, plus tard, des signes qui sont à foison. Évidemment, d'abord, la position elle-même du gouvernement américain, qui l'a amené aujourd'hui à être complètement en porte-à-faux avec ses propres alliés en Europe, qui est, quoi qu'il arrive sur le terrain, quelle que soit la teneur des discussions, nous allons, 1, flanquer des sanctions à la Russie, 2, pousser à la guerre. Le plus de guerre possible, le mieux pour nous. Sur le plan géopolitique, on comprend la raison, mais ce n'est pas mon propos ici. Récemment, l'administration elle-même, M. Obama lui-même, a commis un lapsus qui n'en était peut-être même pas un, qui vraiment a fait tomber le masque. Il dit, nous allons armer, vous pouvez voir ça sur CNN, nous allons armer les troupes pro-US en Ukraine. Comme on arme les contrats pro-US au Salvador ou au Nicaragua. Il n'y a aucune différence pour eux. Mais vous n'allez quand même pas dire que la contra, c'est l'expression de la volonté démocratique des peuples d'Amérique centrale. Et tout ça, ça passe. Il n'y a pas un journaliste, pas un éditorialiste en Europe qui relève ce mot. Personne. Somnambule. Le refus de la mobilisation en Ukraine, 80% de refus de mobilisation. S'ils défendent une idée qui est légitime par des moyens qui sont acceptables, les Ukrainiens en partie, les Ukrainiens de l'Ouest, puisque ce 80% de refus de mobilisation, ça ne concerne pas l'Est qui s'est déjà rebellé, ça concerne ceux qui sont contre l'Est.
Et 80% d'entre eux ne veulent surtout pas aller se battre. Lorsqu'on est allé mobiliser les Roumains, donc les Moldaves là-bas, à l'ouest, ils ont pris en otage les officiers recruteurs, ils ont brûlé les bulletins de conscription, et la Roumanie a dû protester auprès du gouvernement de Kiev en disant mais dis donc, vous n'allez pas nous envoyer nos nationaux comme Gourka face aux pro-russes là-bas parce que vous n'avez plus personne. Ils n'ont personne, ils n'ont que des mercenaires et des extrémistes qui sont la ligne de front, qui sont la première ligne. Les défections de la police et de l'armée, ce sont des signes que la narrative ne fonctionne pas. Le 30 avril, M. Turchinov, président du gouvernement, déclarait, on l'a beaucoup repris là-dessus, ses alliés américains lui ont dit mais ferme ta gueule, jamais plus tu me dis ça. Il a dit je ne contrôle plus le pays. Toute la police, toutes les forces de sécurité de l'Est ont fait défection. C'est quand même pas 3 ou 4 bandes de guérilleros envoyées par Moscou qui ont pu faire ça. Le fait que cette population du Donbass soit complètement solidaire des rebelles, entièrement, et qu'il est arrivé qu'une des troupes de l'armée qui traversait une localité a dû, les autorités de la ville ont posé comme condition qu'une unité de l'armée ukrainienne, pour traverser la ville, changer de position, dépose tous les percuteurs de tous les fusils. Vous imaginez la confiance? Dans un autre cas, les rebelles ont dû encadrer une unité de l'armée qui se retirait pour qu'elle ne soit pas lâchée par la population. Si la crise était fomentée, suscitée, si la responsabilité de la crise était du côté des Russes ou des pro-Russes, les médias occidentaux devraient bruire et marteler sans cesse, il y a 500 000 réfugiés, il y a 1 million de réfugiés. La Russie publie des chiffres des réfugiés qui entrent en Russie. Il y a des bataillons entiers de l'armée ukrainienne qui se planquent en Russie. Il y a, l'été dernier, on estimait à 450 000 personnes le nombre des gens qui étaient entrés en Russie. La Russie a fait dresser des camps de fortune, des centres d'accueil. Est-ce que vous voyez mention de ce flot de réfugiés dans les médias occidentaux? Absolument pas. Pourquoi c'est pas mentionné? Parce que ces réfugiés sont le fait du bombardement de populations civiles par l'armée ukrainienne. Donc on n'en parle pas. Pour obtenir le résultat que nous avons, pour faire tenir la fable, la narration, le scénario, il faut reconstruire la réalité. Dans les manuels d'hypnose, on vous dit que, au stade le plus profond de l'hypnose, on peut créer des hallucinations négatives, c'est-à-dire faire que le sujet ne voit pas un objet qui est devant ses yeux. Et à un stade ultérieur, encore plus profond de l'hypnose, on peut lui faire, mais plus profond, on peut lui faire voir des choses qui ne sont pas là. Et on commence par ne pas lui faire voir les choses qui sont là. Ici, c'est la couverture du livre qui est là-bas, comment le djihad est arrivé en Bosnie, en Europe. Le phénomène du djihadisme. Là, c'est une photo d'un défilé militaire à Tuzla, en Bosnie, en 1994, sauf erreur, où vous voyez des centaines, la photo d'agence, là c'est un cadre resserré, mais vous voyez des centaines d'hommes avec ces foulards de kamikazes, en tenue blanche, qui défilent dans Tuzla. En Bosnie, ce sont des Bosniaques européens, avec quelques Pakistanais et autres, mais enfin ce sont des Européens. Depuis 20 ans, depuis 25 ans, on nie systématiquement le fait que le djihad s'est implanté dans cette région. J'ai hésité à vous montrer des photos de décapitation. Maintenant, c'est l'État islamique au Levant qui décapite.
Mais vous avez autant que vous voulez de photos de Serbes décapités en 1992. Pourquoi on ne les a pas montrées? Dans cet aveuglement délibéré, je vous ai mentionné dans ce contexte que j'avais fait partie d'une expédition qui avait été vérifier la réalité de l'accusation d'existence de camps de la mort, de camps d'extermination dans les parties serbes de la Bosnie. L'été 1992, lorsque cette fabrication de relations publiques, dont on connaît parfaitement la source, l'agence de relations publiques américaine qui l'a élaborée, lorsque cette rumeur criminelle et monstrueuse a commencé de circuler, l'hebdo, de nouveau je prends la presse suisse d'abord parce qu'elle est sous la main, ensuite parce que je peux éventuellement téléphoner à ces gens, leur demander mais enfin qu'est-ce que vous faites, mais j'ai pas de réponse. Et ensuite parce que nous sommes dans un pays neutre. L'hebdo publie un dossier colossal au milieu de l'été. Le milieu de l'été c'est un problème pour tous les journaux parce qu'on ne sait pas quoi vendre. Là c'était une aubaine. Il publie les camps de la mort, les camps de la honte, je ne sais pas. Excusez-moi. Il publie un dossier donc sur les camps de la mort en Bosnie. À l'époque, je lis l'article et je m'étonne que les gens autour de moi ne le lisent pas comme je le lis. Je me demande pourquoi. Ce n'est pas une question de conviction. C'est le fait que cet article ne contenait rien d'autre que des références du journaliste à d'autres journalistes qui citaient d'autres journalistes. C'était une autoréférence complète. Il n'y avait aucune référence à un fait prouvé dans la réalité. Aucune. Zéro. C'est comme ça que ça se construisait. Après, donc, j'ai fait partie de l'expédition d'Elie Wiesel en novembre. Nous avons été à Sarajevo. Nous sommes allés à Manjača. Enfin, ils ont été ailleurs, mais moi j'ai été à Sarajevo et à Manjača. Manjača, c'était l'endroit qui était le centre de l'archipel du goulag serbe à l'époque. Elie Wiesel et son équipe, il y avait 40 journalistes avec lui, ont eu le droit d'interroger qui ils voulaient, gardiens, prisonniers, à huis clos. Vous n'avez rien su de cette expédition hallucinante, parce qu'on se déplaçait par avion sans lumière, par hélicoptère de nuit pour ne pas être opéré par je ne sais pas qui, enfin bref. Pourquoi on n'en avait rien su? Parce que Elie Wiesel a compris qu'il n'y avait pas de camp de concentration, de camp d'extermination. Il y avait des camps de prisonniers où la vie était difficile, mais où les gardiens n'étaient pas mieux logés que les détenus. C'était sa conclusion. Donc du coup, la nouvelle n'a pas existé. Hallucination négative, elle n'a pas existé, ça n'existe pas, on l'efface. En revanche, lui et les membres de sa fondation, la fondation Elie Wiesel, qui est composée de survivants des camps de concentration, étaient allés également à Sarajevo le 30 novembre 1992 et avaient demandé à M. Izetbegovic, le président bosniaque, de pouvoir voir certains lieux que les Serbes leur avaient indiqués comme étant des lieux de détention et de torture de Serbes. M. Izetbegovic a dit non, s'il y a des problèmes de sécurité, pas vous mener partout, il y a des snipers serbes partout, mais vous pouvez voir la prison centrale de Sarajevo. On leur a montré la prison centrale de Sarajevo. Moi-même, entre parenthèses, je n'étais pas avec eux à cet instant-là, j'étais à l'aéroport, parce que, ayant un nom venant de cette région, je m'étais vu interdire l'accès à la ville par les autorités de Sarajevo, et donc j'étais avec les soldats de l'ONU, de la Force ONU, à l'aéroport. Donc j'ai passé cette journée là-bas à attendre, puis après je les ai vus arriver. Les membres de la fondation Elie Wiesel étaient bouleversés par le sort des détenus de la prison centrale qui servaient d'exemple au régime de Sarajevo. C'était la prison exemple, modèle. C'était ce qu'il voulait bien montrer. Il disait, mais il y a 6 types dans une cellule pour un. L'hygiène est à zéro, ils sont affamés, ils ont soif. C'est ça le camp de concentration. Mais c'était contraire, totalement contraire à la narrative. Il n'y avait aucun moyen de faire passer cette information-là. Il s'est trouvé là-bas, tout à la fin, un journaliste, au dernier repas que nous avions tous pris ensemble, 40 ou 50 personnes,
je me trouvais face à un journaliste qui était le chef de la mission de France 2, télévision France 2, qui était parti bredouille, parce qu'au fond, beaucoup de ces gens-là étaient très déçus de ce voyage, parce qu'ils n'avaient pas pu filmer de gens affamés, ils n'ont pas pu filmer de tortures, ils n'ont pas pu avoir des témoignages chocs, ils ont juste eu la réalité d'une guerre qui est sale, qui est moche, et c'était une guerre civile. C'est très moche déjà, je dirais, dans le genre. Très très moche. Mais c'est moins photogénique. Et ce monsieur, c'était le chef des informations sur France 2, M. Jacques Merlino. Je le vois très renfrogné, je dis, M. Merlino, comment avez-vous trouvé ce voyage? Je dis ça par courtoisie. Et il dit, c'est monstrueux, c'est dégueulasse. Et moi, venant d'un journaliste français, je me dis, bon ben voilà, on va encore entendre dire que... Il dit, c'est monstrueux, c'est dégueulasse, tout est fabriqué. Tout est fabriqué. Je ferai mon possible pour le faire savoir. Jacques Merlino, sur son propre, prend congé, et il écrit un livre. Les vérités yougoslaves ne sont pas toutes bonnes à dire. Il est paru chez Albin Michel dans un tirage de 8000 exemplaires. Il a été vendu immédiatement. En un mois et demi, tout le tirage était vendu. Et Albin Michel, pour des raisons X, Y, Z, n'a jamais réimprimé ce livre. En revanche, le chef des informations de France 2, M. Jacques Merlino, a eu une promotion grâce à ce livre. Il a été envoyé comme reporter à Pékin. Dans ce livre, qui est très candide, il dit, je veux comprendre comment on a fabriqué cette réalité parallèle. Il va voir le patron, un certain James Harf, le patron de l'agence de relations publiques, Rudolph Finn, je crois, qui avait fabriqué, on appelle ça une story, des camps de la mort. Et James Harf lui explique, nous on avait un public cible, il nous fallait renverser la sympathie des Juifs américains pour les Serbes. Pour nous, c'est une communauté qui est sensible. Il fallait que ces gens-là agissent dans notre sens, dans le sens de mes clients. Il fallait donc les convaincre que les vrais nazis, c'était les Serbes et pas ceux qui avaient persécuté les Serbes en 1941. Donc, on a renversé l'histoire de la Shoah en mettant des musulmans à la place des Juifs. Et il le dit tel quel. Et il se vante, il dit, il suffit d'un fax, pour ça, puis quelques bonnes adresses. La référence à la réalité du terrain n'existe pas. C'est dans le livre. Il vous suffit de le trouver si vous arrivez à le retrouver, le livre de Jacques Merlino. Les vérités yougoslaves ne sont pas toutes bonnes à dire. 1993, Albin Michel. Donc on a construction d'une réalité parallèle. Si nous avions toute la soirée et la nuit pour en discuter, je dirais que c'est un symptôme d'un problème beaucoup plus profond que la désinformation et la propagande politique elle-même. C'est le symptôme, à mon avis, du triomphe d'une certaine idée philosophique, le triomphe du nominalisme. La réalité n'est que ce qu'on la nomme, et non pas ce qu'elle est. La réalité cesse d'exister lorsque nous fermons les yeux sur elle, et si nous ne la nommons pas, elle n'est rien. Et celui qui a le pouvoir de la nommer, il façonne la réalité à sa guise. Les réalistes, l'autre, l'alternative aux nominalistes, les aristotéliciens, ils ont perdu. C'est pas droite-gauche, États-Unis, Russie, Islam, Europe, c'est nominaliste contre réaliste. Donc on a, dans les techniques, si je vous ennuie, si vous voulez que j'accélère, j'accélère. Nous avons donc la construction d'un monde parallèle. Cette construction passe par l'élaboration d'une story, donc d'une ligne de récit. Je fais un geste parce que c'est effectivement c'est quelque chose qui doit partir de quelque part et aller quelque part, parce que ça doit contenir un suspense, un développement et un dénouement, si possible, qu'on pressent plutôt heureux, plutôt bien, dans le camp du bien, pas un dénouement dans le camp du mal. C'est comme on écrit un livre, un roman ou
où on écrit un scénario de série télé. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité n'est pas aussi vraisemblable que la fiction. Donc, il faut une histoire, et il faut s'assurer que personne ne puisse la contester. Je vous ai parlé des hallucinations négatives. Je pourrais vous parler des hallucinations positives, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai beaucoup trop de notes ici pour ça, mais par exemple, à un moment donné, on a élaboré l'histoire des viols massifs et systématiques de femmes musulmanes en Bosnie. 50 000 femmes violées. Personne, même le tribunal pénal de la Haye n'a pas retenu cette accusation en ce qui compte. Elle a simplement disparu au fil de la narration, elle a servi. Elle a permis à M. Roy Gutman, qui était un journaliste américain qui a travaillé sur ce sujet, d'obtenir le prix Pulitzer. Mais pour vous montrer comment fonctionnait ce monsieur, sur la liste vous pouvez vérifier ça, sur la liste des criminels de guerre présumés recherchés par le TPI dans le cancer, figurait pendant de longues années un certain Grouban. Il n'y a pas de photo. Ce Grouban figurait parce que M. Gutman, donc l'homme qui était à l'origine de la story sur les femmes violées, avait passé une soirée de beuverie à boire avec un journaliste serbe, que je connais, et qui lui avait dit, pour le charrier, t'as fait du bon travail, mais t'as pas connu le violeur en chef, le type qui distribue tout ça, le type qui organise la traite de ces femmes, le type qui en viole 10 par jour. Il faut que tu le cherches. Il est dans là, ils étaient à Sarajevo, il est dans la Bosnie du Nord, il s'appelle Grouban. Alors, par précaution, M. Gutman, qui était certainement aussi un informateur des services, a envoyé le nom de Grouban pour qu'on le recherche, que le DPI le recherche. Puis après, il s'est mis à le chercher. Pendant ce temps, son interlocuteur, son compagnon de beuverie, téléphonait dans les diverses villes où se rendait Gutman. Il dit, promenez-le un peu au sujet de ce Grouban. Grouban, c'est le héros d'un roman comique. Le roman comique de Miodrag Bulatovic s'intitule « Un héros sur un âne ». C'est lui. Et le héros sur un âne a fini sur la liste des criminels de guerre recherchés par le tribunal pénal international de la Haye. Hallucination positive. Conversation de rebelles suite à la chute de l'avion MH17. C'était un faux évident. Il a circulé partout. Personne n'a dit que c'était un faux, mais c'était un faux. On ne pouvait absolument pas localiser d'où ça venait, qui étaient les personnes qui parlaient. Ça pouvait être des Ukrainiens aussi bien que des Russes ou des pro-russes. Eh bien, c'est une conversation que tous les médias ont reprise. Ils n'ont pas repris la conversation entre le ministre estonien et Mme Ashton sur les snipers. Ils ont repris une fabrication totale. À un moment donné, l'ambassade des États-Unis à Kiev a publié des photos qui étaient du Photoshop avec des soi-disant chars russes qui entraient en Ukraine. Ça a circulé, il n'y a pas de problème. Autant de la guerre en Yougoslavie, c'est la même chose. À cette différence près qu'aujourd'hui, tout est filmé. Aujourd'hui, vous avez une multitude de sources, mais ça continue. On a un système en phase de sclérose terminale. On a le système de propagande auquel nous faisons face, et dans la phase où se trouvait l'URSS du temps de Brejnev. C'est-à-dire qu'il ne vérifie même pas la crédibilité et l'efficacité de nos histoires. Simplement, on est passé, comme d'ailleurs dans la propagande soviétique, on a fait un saut qualitatif. Dans une phase active et jeune d'un système totalitaire, on a affaire à une propagande de persuasion. C'est-à-dire, nous montons les faits, nous expliquons les choses de telle sorte que vous y croyez. Et on y croyait, je veux dire. L'essentiel des intellectuels occidentaux des années 30
croyaient que l'URSS était effectivement en train de construire un paradis sur Terre. Ce n'était pas le cas, mais enfin, on les avait bien endoctrinés. Ils étaient sincères. Aujourd'hui, dans les années 90, on croyait vraiment que l'OTAN, les États-Unis, apportaient la paix et la prospérité dans le monde. Aujourd'hui, vous souriez un peu. On est passé de la propagande de persuasion à une propagande d'intimidation. Nous ne vous demandons donc pas de croire ce que nous racontons. D'ailleurs, ce que nous racontons est totalement grotesque. Nous vous demandons juste de ne pas le contester. C'est différent. Voilà. Je viens d'apprendre que ça fait 1h30 que je parle. Je ne mets jamais ma montre devant moi, je vais donc accélérer. D'ailleurs, j'arrive à la fin. Je vais sauter une étape qui est celle de la manipulation de la mémoire, la focalisation du temps, la segmentation des événements pour n'attirer votre attention que sur une certaine phase d'un processus et pas sur les phases qui ont conduit. Cette phase, je vais la résumer par une anecdote tirée des Confessions de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau raconte que un jour, en se promenant, il a vu un chien qui poursuivait un chat. Et que son sang n'a fait qu'un tour, il a été frappé par cette injustice, et donc il a assommé le chien à coup de pierre. C'est dans un livre de notre ami Yann Marechko que se trouve cette anecdote. Monsieur Werner le connaît. Et le commentateur de ce passage, qui était un bon philosophe, dit « Mais qu'en savait-il Jean-Jacques Rousseau de ce que le chat avait fait au chien? Peut-être qu'il venait de manger ses chiots. Donc le chien est victime d'une double injustice. D'abord, on lui bouffe ses chiots, hypothétiquement. Et ensuite, il est mort. Le but de la propagande, c'est de focaliser votre attention sur le moment où le chien poursuit le chat, parce que spontanément, vous êtes pour le plus petit contre le plus gros. Ça, c'est pour le travail de la mémoire. Une autre étape, c'est la déshumanisation. Attendez. La déshumanisation. Voilà. Dans les hallucinations négatives, je m'en serais voulu de ne pas vous mentionner ceci. Et ça retombe sur le sujet du travail de la mémoire. L'idéal pour un système de propagande, c'est que le client, c'est-à-dire nous, en arrive à n'avoir qu'une mémoire de poulet ou de lézard. C'est-à-dire que ce qu'il a vu, il y réagit et il oublie aussitôt. Cette scène que vous voyez là, ce sont des hommes couchés à terre qui sont battus par des types avec des battes. C'est une scène qui s'est produite le 22 février 2014 sur la route qui mène de Kiev en Crimée. C'est ce qui s'appelle communément dans la région le pogrom de Kherson. Le 22 février, des manifestants pro-Yanukovych qui avaient essayé de s'opposer à la vague du Maïdan à Kiev, rentraient chez eux. Ils venaient de Crimée, ils étaient dans plusieurs autobus, des autocars. Et on les a arrêtés à la hauteur de Kherson, l'ancien Chersonèse de l'Antiquité. On les a arrêtés, des hommes armés de battes, de fusils de chasse, de couteaux, bien organisés, avec des rabatteurs, ont arrêté ce convoi d'autobus, qui retournaient, donc de gens qui retournaient en Crimée. Ils les ont arrêtés, ils ont crevé les pneus, ils ont mis des cocktails Molotov dans les moteurs, ils ont mis le feu aux autobus. On voit d'ailleurs ici que ça brûle. Ils sont mis à tirer dans les vitres et ils ont fait sortir tout le monde. Tous les hommes ont été alignés, obligés de chanter l'hymne ukrainien. Battus de toute façon, qui chantent tout le monde. L'un d'entre eux, un jeune de 20 ans qui avait refusé, il a dit mais allez vous faire foutre, je ne chanterai pas votre hymne, a été égorgé devant les autres. 8 en tout cas ont été abattus ou assommés jusqu'à la mort. Et les autres ont passé 8 heures sur cette route, couchés par terre, à ne pas savoir ce qui allait leur arriver. C'est un vrai pogrom. Là, l'Ukraine, on sait ce que c'est que les pogroms.
Maintenant, imaginez l'impact de cet événement sur toute la population de la Crimée. Ça se passe, le 22 février, le 18 mars, la Crimée vote son rattachement à la Russie à 93% des votes valables sur 82% de participation. Si ces gens du secteur droit qui avaient organisé cette embuscade et ce pogrom avaient eu un seul instant l'idée de préserver l'unité de l'Ukraine, est-ce qu'ils auraient fait ça? Est-ce qu'ils l'auraient fait? Qui aurait fait ça? Ce qui est intéressant, c'est que moi, cet événement, je ne l'ai découvert qu'en faisant mes recherches pour cette conférence. Le problème, c'est qu'il était diffusé par les médias russes. Les médias russes font de la propagande. Je le dis, je ne fais pas d'ironie, les médias russes font de la propagande. Comme les médias occidentaux. Mais si les médias occidentaux vous passent un film d'une pomme qui tombe de l'arbre et qui arrive au sol à la vitesse de 9,8 mètres à la seconde, et que ce film illustre la loi de la gravité, vous n'allez pas dire la loi de la gravité n'existe pas parce que c'est une vidéo diffusée par CNN. Le problème de la crise en Ukraine, c'est que tout est filmé. Et ça rend le parti pris, l'aveuglement volontaire, encore plus grave et encore plus colossal parce qu'il faut supprimer de l'horizon des gens des milliers d'heures de documents. Ça, c'est 20 minutes de documents insoutenables. Pas une mention dans un de vos médias. Pas une, rien. Zéro. Hallucination positive. J'ai déjà fait j'ai déjà passé ça en revue, mais cette photo de l'homme maigre a fait l'objet d'une étude d'un journaliste allemand, Thomas Deichmann, qui a complètement reconstitué la manière dont on a réussi à prendre le cas d'un homme pour l'étendre à un archipel de camps d'extermination, la fameuse. Puis il y a ce phénomène aussi, qu'il ne faut pas passer sous silence. À Prijedor, dans la région, vous ne pouvez pas le nier, il y a suffisamment de témoins. C'est dans la région de Prijedor ce que se passaient les événements supposés auxquels avaient dû participer. Pas supposés, ce sont des événements réels. Je... Ils ont trouvé des charniers récemment. Oui. Vous ne pouvez pas le nier. Ça s'appelle. Si ça vous intéresse, si vous êtes expert dans la question. Je ne suis pas expert dans la question. Alors ne racontez pas des mensonges. Je ne raconte pas de mensonges, On monsieur. raconte des mensonges, c'est une insulte pour les Bestiaques. Je ne raconte pas de mensonges, monsieur. Vous racontez des mensonges. Quel est le mensonge? Est-ce que vous pouvez me citer? Des mensonges. Est-ce que vous pouvez me citer un mensonge que j'ai dit? Ben, rien que ça. Il y a Dites-moi où est le mensonge. Dans les camps, dans la région de Prijedor, Vanyaska, Ternopolie et autres. Donc il y a des associations sur place. Vous pouvez consulter le site de Isbor. Oui. Mais écoutez, monsieur, excusez-moi, monsieur. Lorsque l'on a remis à Madame Del Ponte la liste documentée de 3200 Serbes exécutés dans la région de Srebrenica et qu'elle a refusé de traiter cette liste, je dis que tout le monde ment. Lorsque je vous dis que c'est dans cette région que se passent les événements pour lesquels on m'a convoqué à être témoin expert, parce qu'on ne m'avait pas laissé finir ma phrase, et que dans le seul cas qu'on ait traité en Suisse, concernant ces événements dans ces régions, l'implication supposée, c'est pour ça que je dis supposée, de Goran G, qui a été, entre parenthèses, détenu pendant 2 ans dans les prisons suisses sans avoir droit à un avocat, ni savoir de quoi on l'accusait, ni avoir droit à l'assistance d'un représentant diplomatique de son pays, ce qui est contraire à tous les droits de l'homme, ici en Suisse, et qu'il a été jugé, et qu'il a été trouvé innocent, et qu'il a obtenu 200 000 francs de dommages-intérêts, le seul cas que je connaisse, auquel je suis personnellement lié, est un cas d'accusation abusive reconnue comme telle par la justice militaire suisse. C'est tout ce que je peux vous dire. La déshumanisation. Nous venons d'en avoir un exemple. La photo que vous voyez là est une photo insoutenable. Certains savent ce que c'est. C'est un
Ce sont les derniers instants d'une femme qui s'appelait Inna Kukuruza, tuée à Lugansk l'été dernier par un tir, une bombe larguée par l'aviation ukrainienne sur Lugansk, qui n'était pas du tout en guerre à ce moment-là. Quelqu'un se trouvait là avec un téléphone et l'a filmé, c'est une vidéo, pendant qu'elle dit « Aidez-moi s'il vous plaît », il est évident qu'elle ne se tiendrait pas plus de quelques secondes. Si par hasard, un tel document, d'une telle intensité humaine, avait été filmé dans un contexte inverse, je pense que M. Poutine serait déjà tombé. En revanche, ce qu'on a fait ici, c'est que tout simplement, le sort d'Inna Kukuruza, simple mère de famille, qui allait aux courses, qui est rentrée chez elle et qui a été tuée par un tir arbitraire sur une agglomération civile de l'aviation ukrainienne, le sort de cette femme n'est apparu nulle part. Ni le sort de milliers de civils défigurés, hachés menus par les mortiers, par les obusiers ou par l'aviation ukrainienne depuis l'été dernier. Des milliers. Il y a des sites ukrainiens, russes, pro-russes, qui publient ces photos et disent un tel tué tel jour, tel endroit. On ne voit plus que des restes, une tache de sang par terre. Rien du tout. Vous n'en avez aucune trace. En revanche, tout ce qui peut aller dans l'autre sens sera monté en épingle. Dans la région de Srebrenica, puisque on me force à y venir, de 1993 à 1995, 3200 Serbes, plus que ça, mais 3200 cas ont été documentés sur le plan de la médecine, sur le plan légal. 3200 cas, qui a été tué, à quel endroit, par qui? La liste a été dressée, remise au tribunal pénal international. Elle a incriminé le chef de la place, Srebrenica, musulman, Nasserovic. Cet homme n'a pas été inquiété, il est libre, personne n'a été jugé pour ça. Et le TPI n'a simplement pas tenu compte de cette liste. De même, le TPI a tout simplement libéré les deux généraux croates responsables du nettoyage ethnique de la Krajina, 225 000 expulsés du 4 au 8 août 1995, 10 000 disparus en bleu. Cet acte, le nettoyage de la Krajina, et de tous les crimes de la guerre civile en ex-Yougoslavie, le plus grand dans son envergure et dans son impact. Personne n'en a répondu. Un cas de figure. J'arrive à la fin par un exemple très concret. Le matin du 24 juin 2014, on voit une petite fille aux yeux très bleus, avec tous les détails comptent, avec un pull de chez Gap, marque américaine, new-yorkaise, de vêtements cool, distribue des chocolats à des soldats cagoulés, mais enfin bienveillants, qui ont l'air de la protéger comme des géants. C'est une imagerie qui aurait pu figurer dans un prospectus de recrutement pour l'armée en question. En l'occurrence, ça se passe en Ukraine. J'ai publié cette image sur mon blog avec le titre « Quand le matin recrute pour Kiev ». Le problème de cette image, c'est que, on le voit ici, on apprend que cette petite Ukrainienne distribue des barres chocolatées aux soldats du bataillon Azov, qui a prêté serment d'allégeance lors d'une cérémonie hier dans le centre de Kiev. On apprend donc que le bataillon Azov, loin d'être une bande de mercenaires hors la loi de desperados, est un bataillon qui prête allégeance à l'État, au pouvoir
Qu'est-ce que c'est Azov? Ici, vous avez ce même bataillon, ce même jour, qui défile très fier, avec son drapeau là, ici, son insigne, dont le centre, l'emblème central, c'est ce qu'on appelle une Wolfsange, une vieille rune allemande, qui était également l'emblème de la 2e division Panzer SS, qui est resté tristement célèbre dans ces régions, notamment par ses exactions contre les Russes. Le bataillon Azov est un bataillon nazi. Nazi. Si quelque chose est nazi, c'est le bataillon Azov. Par ses emblèmes, par ses intentions, par ses agissements. Je publie donc ça sur mon blog. Pas de réaction du matin. En revanche, un jour, je tombe sur un des rédacteurs responsables de ce journal qui dit « Oh, vous allez fort quand même avec nous. » Je dis « Écoutez, vous n'avez pas publié de rectification, à ce que je sache. » Oui, mais enfin, écoutez, sinon on reçoit des photos d'agence, le temps d'enquêter, je ne sais pas quoi. Je dis, mais c'est votre travail d'enquêter, c'est pas le mien. Bon, passe quelques mois. Le matin du 9 février 2015, il participe à la terreur depuis la Suisse. On apprend que les néo-nazis ukrainiens sont soutenus par les Suisses. On voit des jeunes gens qui font le salut nazi, des Suisses. Pardon. Voilà. Je savais qu'il allait s'éteindre à un moment donné. Mais ça ne fait rien. Ce sont des Suisses. Leurs visages sont floutés. On apprend que ces gens-là, qui font partie d'une division appelée la division misanthrope, ce sont des, je sais pas, des marginaux peut-être, mais enfin ce sont des néo-nazis, des Suisses. Ils vont se battre, ils font des collectes pour le bataillon Azov, dont il est dit dans ce même article que le bataillon Azov, eh bien, il est tristement connu pour ses exactions, ses excès, etc. Le même journal. C'est le même journal qui vous publie ça, à quelques mois d'intervalle. Mais le plus intéressant, si j'avais un peu d'électricité, je continuerai, mais c'est pas important, c'est que dans le même numéro du même journal, quelques pages plus loin, il y a un article sur l'opportunité ou non d'armer l'Ukraine. On fait parler toujours la même triade, le même carteron d'experts qui viennent de divers organismes proches de l'OTAN. Et l'on aboutit, en tout cas c'est la conclusion implicite de l'article, qu'il faut armer l'Ukraine. Donc il faut armer le bataillon Azov. Puisque le bataillon Azov, c'est le fer de lance de la défense ukrainienne ou de l'attaque ukrainienne, ainsi que l'a dit d'ailleurs l'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne, le 15 février dernier, quelques jours après ce reportage. Il l'a dit dans une émission de grand public, un talk show allemand. André Melny, c'est le nom de l'ambassadeur. Il dit, voilà, oui, l'extrême droite, oui, elle fait partie de nos forces armées, elle est coordonnée par Kiev, parce que sans elle, nous ne pourrions jamais résister aux Russes. Autrement dit, le matin, tout en floutant le visage des gens qui vont aller se battre aux côtés du bataillon Azov, ne voit pas d'objection à ce qu'on l'arme. Est-ce que vous voyez un cas de schizophrénie plus grave? C'est un cas de connerie, surtout. Je dis schizophrénie. Donc, pour en arriver là, il faut que l'autre, celui contre qui on dirige ces armes, on dirige cette propagande, n'ait pas plus d'existence au sens humain que des étourneaux lorsqu'arrive la chasse aux étourneaux ou des lapins qu'on tue lors d'une battue. D'où la nécessité de ne pas montrer la photo de Nina Kukuroza. D'où la nécessité de présenter les choses comme s'il n'y avait qu'un seul camp qui souffrait et l'autre camp ne souffre pas. Pas de victime. La déshumanisation, c'est ce qui permet, une fois que l'adversaire est totalement disqualifié, Russe, dictature, Poutine, de ne faire parler qu'un seul camp. Et ces journalistes, en j'ai rien contre eux, j'ai des amis parmi eux, j'ai aucune colère.
Mais ils se prêtent, ils sont les rouages d'un système de propagande parfaitement huilé, qui va toujours dans le même sens, et qui va dans le sens d'une très grave confrontation en Europe. Je finis. La seule image que j'ai trouvée pour vous parler pour résumer la situation dans laquelle nous nous trouvons figure dans le conte de Perrault, dans Le Petit Poucet. J'appelle ça les filles de l'ogre. Dans Le Petit Poucet, il est dit, vous le savez, vous connaissez tous Le Petit Poucet, il arrive avec ses frères dans une maison où il cherche de l'abri, mais il se trouve que le patron de cette maison est un ogre qui mange les petits-enfants, qui les accueille chez lui pour les manger une fois qu'ils seront endormis. Mais le Petit Poucet qui est malin devine les projets de l'ogre, qui a par ailleurs de ravissantes petites filles, ses filles à lui, qui dorment avec des couronnes tellement il les choye. Et le Petit Poucet, qui, pendant que la nuit, tout le monde dort dans la même chambre, a l'idée d'intervertir les bonnets de lui et de ses frères avec les couronnes des filles de l'ogre. Et l'ogre, qui est très très affamé de chair humaine, de chair enfantine, il ne voit pas la différence. Il égorge et il mange ses propres filles. Nous sommes les filles de l'ogre.